Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo hors série paranormale. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du bateau, la Marie Céleste. La Marie Céleste. Au rang des vaisseaux fantômes, la Marie Céleste fait figure de légende. Retrouvée dérivant sans son équipage à bord, il y a 150 ans, son mystère reste entier. Retour sur cette histoire hors du commun. Certains bateaux sont célèbres par leurs records, leur beauté, leur technologie, leur taille, mais d'autres sont exceptionnels par le mystère qui les entoure. Il y a 150 ans, la Marie Céleste était retrouvée errant sur l'océan Atlantique, sans aucun membre de son équipage à bord. Personne ne perça jamais son mystère. L'histoire incroyable et effrayante du Marie Céleste. Le brigantin marchand Marie Céleste portait à l'origine le nom d'Amazone. En 1868, le navire a été racheté et rebaptisé Marie Céleste. Avant l'achat et le changement de nom de l'Amazone, le navire était connu des autres comme un navire maudit, après avoir subi la mort d'un capitaine et le naufrage d'un autre navire à la suite d'un impact. Il s'est également échoué lors d'une tempête, ce qui a rapidement conduit à l'abandon du navire. L'épave de l'Amazone a été achetée à plusieurs reprises et finalement vendue à un groupe dirigé par James Winchester et Benjamin Spooner Briggs. Ces deux hommes réparent le navire, y ajoutent les éléments nécessaires et changent le nom du navire d'Amazone en Marie Céleste. Le capitaine Briggs et l'équipage. Le capitaine Briggs est né dans le Massachusetts en 1835. Son père était capitaine de navire et ses 5 fils ont presque tous pris la mer, 2 d'entre eux devenant même capitaines. Benjamin épouse sa cousine Sarah Cobbs et profite d'une lune de miel en Méditerranée. Benjamin Briggs, qui jouit bientôt d'une grande notoriété dans sa profession, se lasse de la mer et décide en 1872 d'investir ses économies dans l'achat d'un navire, le Marie Céleste. Il décide d'en prendre le commandement pour le premier voyage. Tout d'abord, il a supervisé une importante remise en état à New York dans le but de se rendre à Gênes en Italie. Grâce à sa grande expérience de la navigation, il savait qu'il fallait choisir avec soin son équipage pour le voyage. Le second, Albert G. Richardson, avait déjà navigué avec lui. Le second capitaine, Andrew Gilling, est né à New York. Les 4 marins généraux étaient tous allemands. Les frères Volkert et Bose Lorenzen, Ariane Martens et Gottlieb Gutschall étaient originaires de la région de l'Est. Une traversée de l'Atlantique en perspective. Le 20 octobre 1872, Briggs arrive au quai 50 de l'East River à New York pour superviser le chargement de la cargaison du navire, composé de 1701 barils d'eau de mer et d'alcool dénaturé. Cet alcool est un éthanol auquel on a ajouté des additifs pour le rendre toxique, de mauvais goût, malodorant ou nauséabond, afin de décourager sa consommation par l'équipage. Sa femme et son bébé sont montés à bord le dimanche, et Briggs a écrit à sa mère pour lui dire que le navire était en très bon état, et j'espère que nous ferons une belle traversée. Après quelques intempéries, le navire prend finalement la mer le 7 novembre 1872. Alors que le Marie Céleste se préparait à appareiller, le brigantin canadien Trey Gracia se trouve à proximité, à Hoboken, dans le New Jersey. Il attendait une cargaison de pétrole à destination de Gênes via Gibraltar. Le capitaine David Morehouse et son second étaient des marins très expérimentés. Le capitaine Briggs et Morehouse étaient probablement des amis, car ils partageaient des intérêts communs. On pense qu'ils ont dîné ensemble la veille du départ. Le Dei Gracia a pris la mer le 15 novembre, 8 jours après le Marie Céleste, et a suivi la même route générale. Le voyage inaugural.
Le Mari Céleste a traversé l'océan Atlantique pour atteindre sa destination, Gênes, en Italie. Le navire a connu des conditions météorologiques difficiles pendant 2 semaines avant d'atteindre les Açores. Selon le chronomètre du navire, le Mari Céleste devait atteindre les îles Açores quelques jours plus tôt, mais le navire n'avait pas encore vu la terre. Après n'avoir rien vu pendant des semaines, le capitaine Benjamin Briggs écrit dans le journal de bord, le 25 novembre, qu'ils avaient enfin touché terre. Le journal de bord indique qu'ils se trouvent à environ 6 miles de l'île de Santa Maria, qui fait partie des Açores. La découverte mystérieuse. Près d'un mois plus tard, le 4 décembre 1872, le Dei Gracia repère le Mari Céleste à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Le capitaine Moraos se rend compte que le navire au loin est le Mari Céleste et commence à s'inquiéter. Le capitaine envoie le premier et le second matelot prendre des nouvelles du Mari Céleste et des membres de l'équipage. Lorsqu'ils montent à bord, ils trouvent le navire désert. Les voiles étaient mal réglées et en mauvais état, le gréement est endommagé et les cordes pendent sur le côté. Les écoutilles de l'avant et de la cambuse sont ouvertes et l'embarcation de sauvetage principale du navire a disparu. La boussole du navire a été déplacée et le couvercle en verre brisé. Il y a environ 1,1 mètre d'eau dans la cale et le dispositif de mesure de la profondeur de cette eau est abandonné sur le pont. Ils ont trouvé le journal de bord du navire dans la cabine du second, et la dernière entrée est datée de 8 h du matin, le 25 novembre, soit 9 jours plus tôt. Il a enregistré la position du Mari Céleste juste à côté des îles de Santa Maria dans les Açores. L'intérieur de la cabine était mouillé et des papiers personnels de Briggs étaient éparpillés dans sa cabine. Les instruments de navigation et les documents de navire ont disparu. L'équipement de la cuisine était bien rangé. Il n'y avait pas de nourriture préparée ou en cours de préparation. Et il y avait suffisamment de provisions dans les magasins. Il n'y avait pas de signe évident d'incendie ou de violence. Après enquête, ces hommes se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune trace du capitaine, des membres de l'équipage ou de la famille sur le Mari Céleste. Cependant, la découverte la plus inhabituelle était que rien n'était déplacé sur le navire. Le bateau était navigable et contenait le journal de bord, de la nourriture, de l'eau, de l'alcool, des vêtements, les jouets de Sophia et une empreinte de Sophia sur le lit, le tout sans aucun signe de détresse. En vertu du droit maritime, toute personne qui sauve un navire peut s'attendre à recevoir une part substantielle de la valeur combinée du navire et de la cargaison sauvée. Moraos décide de répartir l'équipage entre les 2 navires et de se rendre à Gibraltar. Les travaux sont lents et les 2 navires sont au port le 12 décembre 1872. Mais où sont donc passés tous les membres de l'équipage, le capitaine Briggs, sa femme et sa fille? Qu'est-il arrivé au Mari Céleste? Les audiences de Gibraltar ont commencé le 17 novembre 1872 et ont duré jusqu'en mars 1873. Édouard Joseph Baumgartner était le greffier de la cour de l'Amirauté et Frédéric Solly-Flood était le procureur général de Gibraltar. Le juge était James Cochrane et l'avocat représentant Dei Gracia, Henry Peter Pisani. Solly-Flood ordonne une inspection du Mari Céleste, qui est effectuée par l'inspecteur maritime John Austin et le plongeur Ricardo Portunato. Solly-Flood est certain qu'un crime a été commis à bord du Mari Céleste. Il cherchait une explication criminelle à ce qui s'était passé. Une entaille de sabre a été découverte sur le pont, ainsi que ce que Solly-Flood a affirmé être des traces de sang, bien que plus tard cela se soit avéré faux. Divers scénarios ont été étudiés, tels que le sabotage en vue de percevoir des indemnités d'assurance, ou même une catastrophe naturelle. Certains penchèrent pour des pirates. Cependant, aucune de ces hypothèses ne s'accorde avec l'absence de marques de violence à bord du navire.
De même que la théorie de l'abus d'alcool menant à une folie collective ne tient pas, puisque la cargaison était constituée d'éthanol impropre à la consommation. Les idées les plus farfelues ont été avancées. Attaque d'un calamar géant, enlèvement d'extraterrestres, folie mystique du capitaine qui aurait tué tout le monde avant de se... D'autres hypothèses plus réalistes ont été formulées. La survenue d'un phénomène naturel rare, comme une trombe ou bien un fort séisme sous-marin, qui aurait pu inciter le capitaine à quitter le navire. Ou bien la propagation de vapeurs d'alcool très inflammables, faisant présumer une explosion du bateau. Ou encore la crainte d'un récif vers lequel le navire dérivait. Malgré l'enquête, aucune théorie avancée n'explique la disparition complète de l'ensemble de l'équipage. Bloomberg est l'un des écrivains les plus récents à avoir tenté d'explorer ce mystère. L'article est vraiment très intéressant à lire. En résumé, on pense que le Marie Céleste se trouvait en fait plus à l'ouest que le capitaine ne le savait, à cause d'un chronomètre défectueux. Il s'attendait à voir la terre ferme 3 jours plus tôt. Le capitaine n'était peut-être pas pleinement conscient de la quantité d'eau présente dans le trou. Alors, avec la montée des eaux, le temps violent, le fait de ne pas voir la terre au moment où il s'y attendait, il a peut-être demandé l'abandon du navire. Peut-être ne saurons-nous jamais exactement ce qui s'est passé. Il s'agit certainement d'un mystère qui perdure. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça soutient la chaîne et permet un meilleur référencement. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 21 octobre pour m'envoyer vos témoignages paranormaux, en audio si possible. Votre histoire restera anonyme si vous le désirez. Si j'ai suffisamment de témoignages, j'en ferai une vidéo spéciale. Autrement, je trouverai bien autre chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.